Bonjour, ici Micheline Bourque, Club de lecture à faire. Je suis au congrès RH 2018 de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées du Québec, un magnifique congrès, des invités exceptionnels et je suis vraiment très heureuse et très privilégiée de pouvoir venir à la rencontre d'auteurs. Alors, j'ai avec moi cet après-midi Mme Samantha Slade, que je ne connais pas. Alors, j'ai le plaisir de venir à sa rencontre. Alors, Mme Slade, merci beaucoup de nous avoir accordé quelques minutes de votre temps. Et on va commencer par vous présenter. Alors, Samantha Slade, qui êtes-vous et que faites-vous? Bonjour Micheline, ça fait vraiment un plaisir d'être là. Alors moi, on peut prendre ça sous plusieurs angles. Je suis la cofondatrice d'une entreprise qui s'appelle Percolab, qui est une entreprise qui cherche à expérimenter qu'est-ce qu'une entreprise peut être puis comment une entreprise peut fonctionner. Donc c'est en soi un laboratoire où on pratique nous-mêmes différentes façons de fonctionner d'une organisation et avec des clients qui osent collaborer avec nous, qui sont dans les pratiques du futur, du co-design, de co-création, tout ce qui est dans du participatif et dans le faire ensemble et apprendre ensemble. Donc ça, c'est une partie, c'est la partie business. OK. Puis l'autre partie de moi, je suis à la base anthropologue et je viens du milieu d'éducation. Donc j'ai navigué 16 ans, puis j'ai quitté une collaboration au ministère de l'Éducation pour créer Percolab il y a 12 ans. Bravo! Oui. Alors, vous êtes basé ici à Montréal? Tout à fait, à Montréal. OK. Est-ce que vous travaillez à l'extérieur ou principalement ici? Bien, Percolab a été créé à Montréal, mais on a un bureau en Belgique, un autre en France, un autre en incubation en Espagne, un autre en incubation aux États-Unis. Donc, on a toujours été très dans l'idée de poloniser les pratiques d'un lieu à un autre. Donc, je travaille un pied en Europe et un pied en Amérique du Nord. Bravo, intéressant. Oui. Alors, j'ai trouvé une petite biographie. Vous avez déjà mentionné quelque chose là-dessus, donc designer social. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, designer social? Bien, au lieu de trouver des réponses pour les gens à des problèmes complexes, je conçois des processus où des communautés peuvent trouver des solutions qui font sens pour eux, avec toutes les multiples expertises qui sont là. Donc, apprendre à assumer sa propre expertise, à co-faire avec d'autres expertises, puis d'être dans ce mode de co-création ensemble. Donc, ça, c'est un designer social. OK. Samantha soutient les équipes, les organisations et les écosystèmes dans le renouvellement de leur approche du leadership participatif, ça vous l'avez mentionné, des pratiques collaboratives et du prototypage. Là, j'étais perdue. Qu'est-ce que du prototypage? Alors, dans l'ancienne manière de faire, on a une problématique, on se met dans une salle et on discute et on trouve une solution. Mais la solution est toujours dans une projection abstraite. Prototypage, ça part d'une prémisse, c'est comment on peut se projeter sans avoir essayé quelque chose pour du vrai. Donc, on peut aller créer un petit quelque chose qui nous aide à mieux voir. Je vous donne un exemple très concret. Oui. Insectarium de Montréal. Oui. Donc, on faisait un accompagnement pour imaginer le renouvellement de l'insectarium. Qu'est-ce que ça pouvait être? Il y avait des gens qui discutaient pour dire, bien, on ne peut pas laisser les insectes en liberté, ça va être trop dangereux, les gens, ils ne vont pas venir. D'autres disaient, bien oui, c'est important, c'est le rôle d'un insectarium. On aurait pu passer des heures, voire des semaines, à tourner en rond autour de ça dans une salle de travail. Sinon, on peut les prototyper. Donc, on a juste le lendemain, il y avait un groupe scolaire qui venait et on a nommé nos hypothèses de comment on pourrait faire ça d'une manière constructive et on les a essayés, ces 3 façons différentes et tout le monde a vu comment, 1, c'était simple, puis 2, que ça résonnait puis que ça avait une puissance extraordinaire. Wow! Ça, donc, dans ces fast tracking, c'est un peu de fast tracking, on va plus vite et on évite certaines étapes. Oui. Maintenant, c'est ça, entrepreneur consciente. Je pense que si vous l'avez mise parce que c'est important pour vous. Vous avez cofondé, comme vous avez mentionné, Percolab, un des premiers coworking au Canada. Oui. Ça, c'est Ecto, un des premiers coworking au Canada. Depuis 20 ans, elle met en base l'anthropologie, l'éducation, etc., etc. Et maintenant, vous voilà auteur. Oui. C'est votre premier livre. Tout à fait. Okay. Ça s'appelle Going Horizontal, Creating a Non-Hierarchical Organization, One Practice at a Time. En français, on a donné le nom pour l'instant, c'est provisoire, Pensée horizontale. OK. Je vous écoute. Ça parle de quoi?
Bien, ça sort d'où d'abord? Oui. Moi, j'appelle ça le livre qui voulait être écrit. Hein? OK, OK. Ça vient du moment où je me suis retrouvée à South by Southwest, Austin, Texas, à faire une conférence avec une autre personne qui travaille dans une organisation qui s'autogère. Donc, on est dans des organisations sans boss où on co-dirige les équipes ensemble. Et puis, on était allé là faire une conférence pour aider les gens à mieux comprendre qu'est-ce que c'est quand on va travailler sans boss. C'est pas de l'anarchie, c'est pas de la liberté totale, c'est une manière de se structurer pour assumer son leadership personnel pour bien faire le travail. Hein? Et puis, quand j'ai fini cette conférence-là, il y avait une maison d'édition américaine dans la salle qui m'a juste dit, je pense que ce que vous avez là est un livre, puis on pourrait commencer à travailler ensemble comme tout de suite. Wow! Et donc, ça a vraiment comme sorti une présentation qui est devenue un livre. OK. Going Horizontal, est-ce que vous vous êtes inspiré, par exemple, de Frédéric Laloux? De qui vous êtes-vous inspiré? Parce qu'il y a beaucoup sur les lèvres de beaucoup de gens. Frédéric Laloux était ici l'année dernière au Congrès comme guest speaker. Oui. Est-ce que ça fait partie de vos réflexions? Parce que l'élimination un peu du concept de job, mais d'aller vers des rôles et des responsabilités, est-ce que c'est un peu ce type de... Je pense qu'à travers le livre de Laloux, on a compris que, c'est faisable. Puis si on pouvait dire, bien, ça se fait pas chez nous. Le livre de Laloux nous montre que c'est possible tout partout, à toute taille d'organisation, dans tous les domaines, dans toutes les cultures. Son livre a fait la preuve de ça. Oui. Après qu'on a lu le livre de Laloux, les gens, ils sont super enthousiastes au niveau intellectuel, mais au niveau des mains, qu'est-ce qu'on fait lundi matin? Les gens, ils restent sur leur faim. Oui. Et c'est là qu'arrive le livre Going Horizontal. C'est un peu l'enchaînement par après. Donc maintenant, on pense que c'est possible. La réflexe des êtres humains, ce que j'ai remarqué, puis ce qui me rendait triste, et c'est vraiment une impulsion par rapport au livre, c'est que les gens, ils disaient, on n'est pas bien avec la façon qu'on s'est doté de fonctionner dans les organisations. On sait que c'est pas la chose qui nous inspire, on sait que c'est pas la chose qui fait que les gens sont bien traités, sont plus engagés, qui show up comme bien. La liste régulière des choses On connaît ça, mais on continue à le garder puis le maintenir malgré nous, à quelque part. Puis quand les gens, ils le quittent, la façon qu'on fait, ce que je observe, c'est qu'on essaie de faire par une transformation structurelle. Comme si on changeait la structure, que lundi matin, les gens, ils arrivent différemment. Mais on change la structure, les gens restent pareils lundi matin. Absolument. Fait que ces approches structurelles échouent en général. Et donc, je voyais l'enthousiasme des gens à aller vers d'autres choses. On voit la théorie qui le démontre. On a l'enthousiasme en vraiment un moment opportun, je pense, dans notre histoire. Absolument. Et que la façon de faire de manière structurelle, c'est pas ça qui marche si on commence pas à regarder les humains puis essayer de désapprendre des choses et créer des nouvelles routines, réflexes, habitudes qui sortent d'un paradigme différent, qui n'est pas un paradigme vertical, mais qui est un paradigme horizontal. Et c'est vraiment comme comment on peut commencer avec chacun de nous comme manière de faire cette transformation et de nous réapproprier, moi, ce que j'appelle notre nature humaine, parce qu'on est constitués, les êtres humains, anthropologiquement parlant, à fonctionner en mode horizontal. Je parie que je connais personne ici au Congrès qui cherche à avoir un rapport hiérarchique avec son partenaire ou ses amis. Hein? On veut toujours être en mode horizontal. D'égal à égal, finalement. Adulte à adulte, pas un rapport comme enfant-adulte, un rapport parental. Or, pour une raison ou une autre, on n'a même pas à rentrer dans les détails, les organisations se sont dotées de cette autre façon de fonctionner. Puis on l'a comme accepté malgré nous, mais ça fit de moins en moins. Puis c'est sûr que la nouvelle génération, ils l'acceptent encore moins. Puis on est content à quelque part. Et c'est pas pour rien qu'il y a des pénuries de main-d'œuvre, des choses comme ça qui sont autour. Mais j'imagine aussi que la transformation d'une grande organisation pose un type de défi, alors que des plus petites organisations peuvent se permettre forcément plus d'explorer. Est-ce que c'est... Le livre de Laloux démontre justement que ça, c'est un mythe. C'est toutes les organisations à toutes les tailles, puis même c'est une méga organisation en Chine en ce moment qui est en train de l'idée la manière de faire ça à une grande échelle. C'est quoi le nom? Oh, on va checker ça. Ouais.
Mais ce qu'on a vu, c'est comme Lalou, il parle souvent de l'organisation Buurtzorg qui est montée en flèche, là, puis on le sait que ça répond à un besoin humain, puis ils ont réussi à avoir, comme toutes les prises de décision, au niveau de petites équipes, puis d'avoir comme le centre administratif qui est un soutien à ça, avec très peu de personnes pour un centre administratif, et que ça fonctionne, ça marche au niveau de la performance de l'organisation, puis ça marche au niveau de bien-être des employés, puis ça marche au niveau de satisfaction des clients. Et que quand on a ces trois qui sont là, ben là, ça commence à faire. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Non, c'est sûr. Parce qu'on est en train de comme un peu laisser aller quelque chose avec laquelle on a fonctionné pour certaines de nous pendant des décennies. Absolument. Pour laisser entrer quelque chose qui a l'air d'être nouveau. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'en fait, on n'a jamais vraiment laisser aller cette autre façon de faire. Ça a toujours été dans notre vie perso, de toute façon. Hein? Et que même, ça fait partie du milieu du travail. Quand on voit des gens, ils disent « Ah ouais, mon patron est extraordinaire », puis je creuse derrière, c'est toujours des façons de faire horizontales qui sont derrière, quand on a dit mon patron. Et voilà. Est-ce que vous sentez qu'il y a quand même de plus en plus d'écoute de la part des organisations pour ce nouveau type d'approche? Est-ce que c'est parce que vous devez trouver des clients, vous devez aller à la rencontre des gens, vous participez à des grands événements? Est-ce que vous sentez qu'il y a quand même un intérêt de plus en plus important pour des nouvelles approches dans le contexte du travail? Les nouvelles approches dans le contexte, oui. Ça ne va pas être nommé, on veut aller horizontal. Les organisations vont dire, on a des problèmes d'engagement, on a des problèmes de rétention, on a des problèmes d'innovation, on a un problème on a des silos, on voudrait défaire nos silos, on a des problèmes de collaboration. Donc, il y a toutes sortes de problèmes que pour moi, ce qu'on est en train d'évoquer, c'est un besoin d'aller plus horizontal. Ben oui. Mais ce n'est pas nommé comme ça forcément. Okay. Et en fait, dans le livre, tout ce qu'on est en train de faire, c'est codifier des pratiques qui existent déjà. Donc, il y en a des organisations qui sont parties de l'avant là-dedans, mais depuis des décennies, hein, c'est pas vraiment nouveau. Puis que ce soit des petits, moyens ou grandes, là, il y a des pratiques qui sont récurrentes pour vraiment tout le monde. Puis donc, j'ai juste codifié le premier palier de pratiques qui sont vraiment accessibles pour tout le monde. Donnez-moi des exemples. Des exemples. Moi, l'anthropologue en moi, elle dit, montre-moi comment tu gères tes réunions de travail, puis je vais te dire ta culture organisationnelle. Ah oui, OK, c'est bon ça. Je rentre, la table est longue, le boss est en avant, il gère, les gens sont désengagés, ils subissent, ils savent que c'est pas génératif, on n'a même pas le goût de participer. On le voit ça. Ça, c'est vraiment comme un microcosme d'une organisation qu'on envoie à une réunion de travail comme ça. Qu'est-ce qui se passe si on commence à être co-responsable de la réussite de nos réunions de travail ensemble? Qu'est-ce que ça aura l'air? Ça aura l'air peut-être que celui qui le facilite est en rotation, que la documentation est en rotation, peut-être que la manière... De susciter l'engagement, justement, la participation des différents intervenants. Parce que la façon hiérarchique est en train de comme tuer le goût de faire partie véritablement de ce qui est en train de se passer. Fait que les gens, ils subissent les réunions d'écoute, les réunions de travail. Donc, à partir du moment où on transforme ça à comme je fais partie de cette réunion de travail autant qu'un autre. Mais imaginez, la créativité, le potentiel qu'on est en train de chercher des gens, la productivité. Il y a tellement de choses qui se passent. Mais donc, une réunion de travail, c'est une place tout simple. Dans le livre, je parle de 10 micro-pratiques pour transformer une réunion de travail en quelque chose qui est un reflet d'un paradigme horizontal. Et on peut développer des muscles horizontaux à travers ces 10 micro-pratiques. Très passionnant. À qui est-ce qu'on donne le livre? Toute personne qui a ce ressenti, je parle d'un ressenti, qui doit avoir une autre façon de faire. Donc, ceux qui sont dans la curiosité intellectuelle puis veulent aller comme plonger dans le faire, ceux qui ont commencé à faire puis qui ont trouvé que c'est peut-être plus difficile qu'ils avaient pensé, puis qui voudraient juste un temps d'arrêt, faire du recul pour faire comme où est-ce que ça se passe bien, où est-ce que je pourrais mieux avancer. Donc, pour ceux qui sont intéressés et curieux, puis qui veulent commencer, puis ceux qui sont déjà sur le chemin, puis qui veulent juste comme
mieux faire par rapport à ce chemin-là. Mais on est ici devant un public de gens de ressources humaines, donc forcément, ce sont des gens qui pourraient s'intéresser à votre ouvrage. Complètement. Et des dirigeants de tout niveau, finalement, Oui. Qui s'intéressent aussi à changer au bénéfice de leurs employés, de leurs équipes, comment on pourrait transformer notre façon de travailler ensemble. Oui. Okay. Puis ça vient de toucher le monde des ressources humaines. Il y a 7 domaines de pratique dans le livre, donc j'en donne un qui est l'apprentissage et le développement. Donc, si on prend ça, c'est un domaine qui est vraiment associé aux ressources humaines. Hein? Et dans celui-là, on peut penser déjà de transformer l'apprentissage à quelque chose où chacun en est responsable, qui l'autodirige en mode collectif, parce que c'est ensemble que on s'aide à aller plus loin dans nos apprentissages. Donc, de s'éloigner de cette culture de « je ne dois pas demander permission d'apprendre que l'apprentissage, mais là, vous avez parlé avec Susan, avec Deliberately Developmental, que l'apprentissage, c'est, on a toute la matière dans notre quotidien au travail pour se développer des meilleurs humains, pour s'entraider par rapport à ça. Oui. Donc, quels sont des routines puis des habitudes qu'on peut insérer à l'intérieur d'une culture organisationnelle, donc des micro-pratiques encore, qui fait en sorte que ça aide les gens à prendre charge de leur propre parcours d'apprentissage et de s'entraider et d'avoir même une co-responsabilité par rapport aux autres. En tout cas, ça m'a l'air très intéressant, Samantha, votre livre Going Horizontal, Creating a Non-Hierarchical Organization, One Practice at a Time. Donc, un livre vraiment pratico-pratique pour aller à l'autre niveau maintenant dans le mode action pour transformer l'organisation. Complètement. Comment est-ce que les gens font pour vous joindre, en apprendre plus sur vous et votre savoir? Alors, il y a un site web, Going Horizontal, ça s'appelle goinghorizontal.co. OK. Et on donne des formations sur Going Horizontal au Québec et à l'international. Même, on a une bonne nouvelle, j'arrive tout juste d'Espagne où on a eu la première formation certifiée par l'Université de Barcelone. Wow! Ça, c'était vraiment extraordinaire et ça ne serait pas la dernière. Donc, il va y avoir une formation à Montréal en février, à Berlin prochainement. Donc, c'est vraiment une communauté qui est en train de s'agréger autour de Going Horizontal. Il y a le livre, puis il y a vraiment une communauté internationale qui est en train Alors, l'heure est venue, we must go horizontal. Alors, je vous souhaite beaucoup de succès avec votre livre. On peut peut-être mentionner le nom de la maison d'édition. Oui, Barrett Calder Publishers de Californie aux États-Unis. C'est la maison d'édition absolument extraordinaire. C'est même une maison d'édition qui fonctionne en mode horizontal. Imagine. Donc, l'alignement par rapport à ce livre-là, c'est extraordinaire. Alors, bon voyage, bonne découverte, bonne rencontre grâce à votre livre, puis on vous souhaite plein de succès. Merci beaucoup.